Vous êtes les bienvenus sur le plateau de Lady vous écoute. Aujourd'hui, vendredi santé, santé des femmes. Nous allons parler des gestes qui sauvent. Dans une première partie d'émission, je reçois Lucie Dionne. Bonjour Lucie. Bonjour Lady. Vous êtes chef opérateur, j'ai juste envie de dire chef opératrice, bien sûr. Vous connaissez notre volonté de pouvoir mettre les professions inattendues, tout au moins pour les femmes, en avant. Nous parlons des gestes qui sauvent. Vous avez passé votre brevet de secouriste. C'est exact. Vous allez, dans cette première partie d'émission, nous expliquer pourquoi en avez-vous eu envie, qu'avez-vous appris justement. Et dans une seconde partie d'émission, viendra nous rejoindre notre docteur du jour pour en parler. Je vous rappelle que nous sommes en direct au 01 45 55 76 87 si vous souhaitez participer à notre émission du jour. Et puis, vous pouvez adresser vos mails à ladyvousécoute@telesud.com, des messages que nous recevrons en direct. Merci encore d'avoir accepté de participer à cette émission. Avant que de rentrer dans le vif du sujet, chef opérateur, c'est un métier qu'on ne connaît pas forcément. Qu'est-ce que c'est? En fait, ça consiste tout simplement à s'occuper des éclairages et des cadres, que ce soit au cinéma, à la télé, dans le théâtre, enfin dans l'audiovisuel en général. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Passion du cinéma, tout simplement. Derrière la caméra, pas devant la caméra? Jamais devant, derrière Jamais. Tout le temps. Eh ben, en l'occurrence, aujourd'hui, vous êtes devant. Aujourd'hui, on fait une exception. Merci d'avoir accepté donc de faire cette exception. Vous avez donc passé votre brevet de secouriste avant de commencer votre métier ou après? Bien avant. Bien avant. C'était à la période où j'étais au lycée, en fait. Oui. Et on m'a tout simplement donné l'opportunité, en dehors des cours, de pouvoir passer ce diplôme. Donc, je me suis lancée, tout simplement. Une proposition dans le cadre scolaire ou en marge de l'école? Dans le cadre scolaire. C'était dans le lycée, des formateurs qui sont venus et c'était ouvert à tous, pour ceux qui avaient envie de participer, en fait. Et avant que de faire ce brevet de secourisme, saviez-vous en quoi cela consistait? Absolument pas. Vraiment, enfin, j'avais des petites idées, mais j'ai été assez surprise une fois dans la formation, en fait. Si on parle de l'avant, cette formation, et d'après aujourd'hui, vous sentez-vous bien outillé pour réagir si je m'évanouissais devant vous, par exemple? Oui, je pense que je pourrais... Me faire un bouche à bouche, c'est ça? Bouche à mais bouche. non, restons sérieux. Alors justement, je parle du bouche à bouche, mais véritablement, c'est ce que les gens connaissent du métier de secourisme, les hommes surtout, bien sûr. Mais il y a d'autres données. On va déjà commencer par les surprises. Vous aviez peut-être des idées reçues, comme tout le monde, avant de faire cette formation. Et qu'est-ce qui vous a le plus étonné? Qu'est-ce qui a été inattendu? Par exemple, ne serait-ce que pour le massage cardiaque, on pense qu'il suffit de positionner ses mains sur le cœur, au niveau du cœur et d'appuyer dessus, alors qu'en vérité, on peut casser beaucoup de côtes en faisant ça. Moi-même, pendant ma formation, donc, on s'exerçait sur un mannequin et les débuts étaient assez difficiles parce que, oui, on cassait beaucoup de côtes, en fait. Ouais. Sinon, d'autres choses inattendues. Par exemple, moi, je pensais qu'une personne qui tombait dans la rue, on devait, par exemple, aller la déplacer pour... la mettre de côté. Voilà, alors que pas du tout en fait. Il faut une personne qui tombe, il faut éviter de la déplacer, sauf s'il y a danger à côté. Oui. Enfin, il y a plein de pistes comme ça où ce qu'on pense n'est pas forcément vrai en fait. Depuis combien de temps y a-t-il entre aujourd'hui et le moment où vous avez fait cette formation? Il y a un petit moment, ça doit faire 5 ans. Alors, en 5 ans, est-ce que cela vous a servi à quelque chose? Pas pour le moment. Je n'ai pas pu encore m'exercer sur quelqu'un en vrai, mais j'espère que je n'aurai pas à le faire. Oui, c'est une formation que l'on fait au cas où? Au cas où. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Nous, pour les autres personnes, moi, par exemple, j'ai pas mal de petits frères et de petites sœurs. Oui. J'ai dû m'en occuper plusieurs fois. Il y a eu des accidents à la maison. Et si j'avais eu mon diplôme avant, je pense que j'aurais pu... su quoi faire. Voilà. Alors, vous faites bien de parler des accidents domestiques parce que les dames, souvent, les hommes aussi, se retrouvent à la maison et il y a des accidents domestiques. On ne sait pas toujours comment réagir. En général, il y a la panique qui va faire qu'on va faire un peu n'importe quoi. On va penser qu'il faut procéder de telle ou telle manière et malheureusement, c'est là qu'on se dit, si j'avais su, j'aurais passé mon brevet de secouriste. Ah, c'est clair, parce que juste par exemple le fait, comme je vous disais tout à l'heure, de ne pas déplacer une victime, moi ça aurait été la première chose que j'aurais faite. Je vois ma petite sœur qui tombe dans la rue et qui ne se relève pas, je la prends et je l'emmène vite à l'hôpital, alors qu'il ne faut surtout pas déplacer des personnes. Donc ça aide beaucoup de passer ce diplôme parce que on apprend vraiment les gestes qu'il faut, qui vont sauver une personne. C'est sans faire d'erreur. Alors parlons de la formation. En quoi consiste-t-elle? Combien de temps faut-il pour faire une formation comme celle-là? Pour moi, en ce qui me concerne, ça a été sur toute une année scolaire. Quand même. C'est assez long, mais il faut le temps. C'est pas quelque chose qui s'apprend à la va-vite. Il faut vraiment prendre le temps de comprendre, s'exercer.
Ouais. Voilà, faut le temps qu'il faut. Alors, il faut le temps qu'il faut. Une année, c'est heureusement suffisant pour bien apprendre les choses, parce que quand on a appris trop vite, le danger, c'est que peut-être... fait des erreurs. Il y ait des erreurs qui pourraient être fatales. C'est possible. Une année de formation. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous êtes sur le qui-vive en quelque sorte? Est-ce que quand vous êtes sur un lieu où il y a de la foule, dans les transports en commun, est-ce que vous avez comme ça vous êtes sur le gué en vous disant si jamais il arrive quelque chose, je saurai quoi faire? Ou est-ce que vous n'anticipez pas du tout? Je suis pas forcément en attente de quelque chose, mais je sais que s'il se passe quoi que ce soit, je pense être en mesure de pouvoir au moins aider quelqu'un. Autre question aussi, est-ce que vous vous sentez dans l'envie de faire savoir ce que vous savez à tout le monde autour de vous en vous disant « je ne savais pas, j'étais complètement dans les ténèbres », c'est le cas de dire cela. Et si vous avez le sentiment qu'autour de vous, les proches, les collègues, les gens ne savent pas, est-ce que vous avez l'impression qu'il manque quelque chose et vous avez envie de les inciter en tout cas à faire cette formation? Moi, je pense que tout le monde devrait la faire. Honnêtement, je pense que c'est pas quelque chose de très compliqué à apprendre. Ça prend du temps, certes, mais ça à la portée vraiment de tout le monde et ça peut aider beaucoup de gens. Donc, en ce qui me concerne, je pense que tout le monde devrait passer son diplôme. Souvent, la question, c'est une question d'argent. Et c'est une formation payante aujourd'hui. Vous l'avez fait, vous, dans le cadre scolaire. Mais si les personnes qui nous regardent voudraient le faire, où faudrait-elle qu'elles s'adressent? Est-ce qu'il faut aller dans une mairie? Est-ce qu'il faut aller dans un hôpital? Est-ce qu'il faut aller voir les secouristes? Par où faut-il passer? On peut passer par la mairie. Je sais qu'en tout cas, moi, dans ma ville, la mairie propose des formations qui sont payantes, mais vraiment, c'est dérisoire, quoi. Ça vaut quasiment rien, on va dire ça comme ça. D'autant plus dérisoire quand on sait ce qu'est le prix de la vie. Voilà, exactement. Alors, la formation, qu'est-ce qu'on apprend à faire? On apprend absolument tout, que ce soit, par exemple, mettre quelqu'un dans une position pour la sécuriser, donc la PLS, position latérale de sécurité. Ouais. On apprend le massage cardiaque, on apprend donc le bouche à bouche que tout le monde connaît. Ouais. Tout le monde pense connaître. Que tout le monde pense connaître, oui. Ouais. Et enfin, voilà, ça englobe plein de choses, en fait. Ça dépend. On met en scène des situations et on vous dit, voilà, pour ma formation, ça s'est passé comme ça, en tout cas. On nous pose un problème et on nous demande, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour cette personne dans cette situation. Et c'est comme ça que la formation s'est déroulée. Comme ça nous met directement face au problème. Et à nous de trouver la solution. Et après, le formateur nous corrige en fonction des erreurs qu'on a pu faire. On pourrait s'interroger sur le pourquoi de ce que toutes les familles ne sont pas finalement incitées à avoir un brevet de secouriste, parce que cela est utile pour tout le monde. Avant que les pompiers arrivent, si seulement les pompiers sont là où on est, là où l'incident se trouve, peut-être se passe, il vaudrait mieux que tout le monde sache les premiers gestes. Justement, moi, je pense que les gens se reposent sur les pompiers, les SAMU, les médecins. Ils se disent, il y a ces personnes qui sont professionnelles et formées pour, donc pourquoi on irait se rajouter une formation en plus? C'est du temps perdu, c'est de l'argent gaspillé, alors que pas du tout. Les pompiers, le temps qu'ils arrivent, si c'est vraiment une urgence, la personne qui n'a pas de diplôme laissera la personne mourir éventuellement. Ouais. Tandis que celle qui a un diplôme pourra peut-être gagner quelques minutes. Exactement. Alors, vaut mieux apprendre, est-il plus facile d'apprendre quand on est jeune, ou est-ce que quand bien même on serait déjà adulte, qu'on pense qu'on ne sait plus, là, on n'a plus la patience, qu'est-ce qui est mieux indiqué? Faut-il une certaine maturité? Il faut une certaine maturité, c'est clair. En passant le diplôme de secourisme, on s'attend à sauver des vies, à aider des gens au minimum. Et pour ça, il ne faut pas se dire, je vais aller essayer de lui faire un massage cardiaque ou je vais essayer de faire ci. Il faut être sûr de ce qu'on fait. Moi-même, si je ne suis pas sûre d'une situation, je préfère ne pas intervenir. Pensez-vous que les femmes qui, encore une fois, sont au cœur des chaumières, qui sont auprès des enfants, auraient le sang-froid qu'il faut lorsque survient un accident domestique? Parce que quand on a son proche en difficulté, on est souvent sous le coup de l'émotion. Quand bien même on a fait cette formation, peut-être qu'on ne va pas avoir les bons réflexes. Après, comme vous dites, c'est une question de sang-froid. Faut se poser, il faut réfléchir, il ne faut pas être dans la précipitation. Est-ce que la situation laisse le loisir de se poser, de réfléchir? Après, je pense que c'est au cas par cas. À mon avis, ça se fait au cas par cas. Des gens pourront gérer comme d'autres ne pourront pas le faire. Moi-même, je n'ai jamais eu à faire ça au sein de ma famille et je ne sais pas comment je réagirais si ça m'arrivait à l'heure actuelle. Alors, autre chose aussi, porter assistance à quelqu'un, c'est une question de force physique quelque part, ou est-ce que c'est juste un doigté, un savoir-faire précis? Ça peut être une question de force physique. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aider une dame qui était tombée dans la rue et pour la relever toute seule, je n'ai pas pu le faire. J'ai dû demander de l'aide à quelqu'un d'autre, mais si c'est quelqu'un... C'était avant le brevet?
c'était après le brevet. Oui. Et donc, ça dépend. Ça dépend vraiment des situations, en fait. Il y a des situations qui vont demander une certaine force physique et un mental aussi, et d'autres qui vont demander juste le mental. En vous rappelant donc que nous sommes en direct 01 45 55 76 87 sous vos yeux émerveillés. L'adresse mail pour vos courriels ladyvousécoute@telesud.com va faire son entrée solennelle sur ce plateau. Notre médecin aujourd'hui pour nous accompagner tout au long de cette émission, parler des gestes qui sauvent et surtout vous avez accepté, vous parliez tout à l'heure de mise en situation. Alors plutôt que d'en parler simplement sans montrer, vous avez vous accepté de servir de mannequin. Alors, ça n'était pas difficile pour vous de servir de mannequin, déjà, si je peux me permettre. Merci. Et de pouvoir faciliter, en tout cas, la mise en situation, la compréhension de tous ces gestes-là. Vous auriez peut-être des questions, vous aussi, pour le docteur, tant que nous y sommes. Je pense. En rappelant que le médecin qui va nous rejoindre travaille aux urgences. Et les urgences, on sait bien que c'est un endroit où on voit arriver dans tous les sens des personnes. Alors surtout, on s'en réfère à ce que l'on voit dans les films. Et les urgences, c'est tout autre chose quand même que ce que l'on voit au cinéma, des gens qui courent dans le couloir. En tout cas, nous allons décrypter cela. Venez, docteur, merci d'être avec nous. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Lucie va vous donner sa place. Approchez-vous, je vous prie. Bonjour à vous, merci de nous avoir rejoints. Bonjour Madame Lucie. Merci d'être présent. Lucie est avec nous dans le studio. Elle a accepté de servir de mannequin pour ces gestes qui sauvent. Je voudrais rappeler donc que vous êtes médecin urgentiste, si j'ai bien appris ma leçon. Oui, à l'hôpital Mondor. À l'hôpital Mondor, c'est à Créteil dans le 94. Et vous allez donc nous accompagner dans cette discussion où nous nous adressons, c'est vrai, aux femmes, mais aux hommes qui nous regardent. Est-ce que, a priori, avant que de rentrer dans ce sujet-là, pensez-vous que les femmes, toutes les femmes, mériteraient de passer brevet de secouriste, par exemple? Bon, là, en fait, la réponse est oui. En fait, pour les brevets de secourisme, c'est tout le monde. En principe, dans certains pays, c'est toute personne âgée de 15 ans et plus. Donc, 15 ans jusqu'à 150 ans, c'est possible. Oh oui. Donc, toute personne, et surtout, et de toutes les façons, dans certains États, surtout aux États-Unis, c'est plus même les femmes qui sont plus actives à obtenir des brevets de secourisme que les hommes. Donc j'ai les statistiques, je vais vous les lire. Et puis les raisons sont aussi tout à fait plausibles parce que les femmes, c'est souvent des gens qui interviennent plus rapidement chez les patients. Donc déjà à la maison, en famille, dans les centres commerciaux. Est-ce qu'elles ont le bon réflexe? Tout à l'heure, nous disions avec Lucie qui était sur le plateau, il y a la panique qui peut empêcher de savoir reproduire ce qu'on a pourtant appris. Est-ce qu'elles ont des bons réflexes? En fait, je vous ai amené les statistiques qui sont un peu différentes. Oui. Il y a l'esprit anglo-saxon, l'esprit américain, et puis l'esprit un peu latin. Alors, donc, que disent les statistiques, justement? Ah ben ça va vous faire peur. Ah oui, faites-nous peur, nous sommes là pour ça. Mais après, vous allez nous rassurer. Alors, que disent les statistiques? En fait, les statistiques, je les prends, je ne les ai pas inventées, c'est en fait, la Fédération française de cardiologie, oui. qui dit malheureusement que 91% des femmes françaises ne font pas des gestes. Elles ne font qu'appeler quand il y a un arrêt cardiaque ou une situation difficile. Versus 91% des hommes qui font les gestes. Et surtout en ce qui concerne l'arrêt cardiaque. Donc, les femmes, elles paniquent, elles appellent au lieu de faire les gestes. Le geste qui sauve. Le geste qui sauve, bien sûr. Je suis oui. gentil, je viens pour le geste qui sauve. Pour la simple raison qu'à chaque minute qui passe, il y a un mauvais pronostic. Donc, on perd 10% des chances de sauver les patients. Ouais. Donc, plus vous attendez au téléphone, je ne dirais pas plus vous êtes assassin, plus vous les tuez, même si c'est votre mari. Donc, autant agir tout de suite que passer plus de temps au téléphone. Alors, quant à agir tout de suite, autant savoir ce qu'il faut faire aussi, parce qu'on peut aussi précipiter, malheureusement. Tout à l'heure, Lucie nous disait, elle l'a appris en faisant cette formation, que quand quelqu'un est accidenté, il ne faut pas nécessairement le déplacer, ce on aurait envie de faire immédiatement. Et quand on ne sait pas comment procéder, quand on n'a jamais été dans cette situation, effectivement, les femmes, elles savent mettre les mains sur la tête et pleurer. Elle a effectivement raison, mais sauf qu'il faut voir les statistiques. En ce qui concerne l'arrêt cardiaque, oui. Beaucoup de patients qui font des accidents ne font pas d'arrêt cardiaque. Donc les statistiques montrent que les arrêts cardiaques, ils sont plus
ce sont des arrêts cardiaques non traumatiques, qu'on dit en langage médical, ou pas d'accident. Ça, c'est la majorité des cas qu'on a des arrêts cardiaques. Et je pense qu'il n'y a pas plus tard que quelques semaines, vous avez eu quelques arrêts cardiaques sur les stades à Londres, à la maison, un mari qui tombe, un enfant qui tombe, un cousin qui tombe, ou peut-être on est dans une fête, quelqu'un qui tombe, ce n'est pas nécessairement un accident. Elle a parfaitement raison. Et puis les gens qui font des accidents et qui font des arrêts cardiaques, il faut qu'il y ait un traumatisme beaucoup plus sévère qui concerne les thorax. Et d'ailleurs, les gens qui font des accidents, qui font des arrêts cardiaques, parfois c'est un long processus. Même s'il fait un trauma crânien ou peut-être un trauma au niveau des membres supérieurs qui saignent, ça prend un peu plus du temps pour que les sangs puissent s'écouler et diminuer la quantité. Parce que je me suis donné comme discipline de parler un peu dans un langage populaire ou vulgaire pour que les gens puissent comprendre. Vous avez bien raison. Je vais essayer d'éviter au maximum les termes médicaux. Oui, d'abord, ça fait peur, premièrement. Deuxièmement, on ne les comprend pas toujours. Et tant mieux parce que nous sommes là aussi dans une volonté de pédagogie. Alors, il y a les massages cardiaques. Qu'y a-t-il d'autre dans la série des gestes qui sauvent qu'on mériterait tous de savoir avant que de voir comment peut-être procéder à cela? D'accord. Alors, comme vous voulez la pédagogie, je ne sais pas si on a déjà commencé. Avant, je répondais à vos questions. Allons-y. Alors, donc, s'il faut, en fait, on parle vous m'avez demandé de venir parler des gestes qui sauvent. Oui. Et bon, c'est sûr que c'est des millions de livres et des millions d'heures de cours. Mais pour le moment, en fait, on va s'intéresser plus à l'arrêt cardiaque. Et on sait que c'est ça que j'avais résumé. Et puis également les traumas à domicile, dont les plaies et les corps étrangers donc, qui nous arrivent. Maintenant, en ce qui concerne l'arrêt cardiaque, comme nous avons notre collègue qui a bien accepté de participer comme mannequin, en fait, en ce qui concerne l'arrêt cardiaque, il y a 3 gestes. Les gens pensent toujours au massage. Mais le système nord-américain, en fait, le système anglo-saxon le divise en 3 types. Il y a les A, B, C et les D. Donc, c'est comme les lettres alphabétiques. A, B, C et D. A, c'est en anglais, c'est le airway, c'est de l'air. Et B, c'est le breathing, c'est la respiration. C, c'est la circulation. Et D, c'est la défibrillation. Donc, les appareils automatisés qu'on appelle défibrillateurs, peut-être on en touchera un mot. Je pense qu'on a encore assez du temps de parler. Mais alors, dans un cadre domestique, hein, on est à la maison, quelqu'un est dans le canapé, il regarde la télé, puis tout d'un coup, on se rend compte qu'il ne va pas très bien. Est-ce qu'on se dit ABCD, révise-t-on son alphabet du secourisme? Par où faut-il commencer? Est-ce qu'on a le temps de faire un diagnostic? Aura-t-on fait le bon diagnostic seulement? Bon, effectivement, pour quelqu'un, je vais parler des ABC, c'est exactement ce qu'il faut s'appliquer à la maison. Je l'ai synthétisé pour vous. Oui. A, ça veut dire airway, la respiration. Quelqu'un tombe à la maison, un cas précis. Vous devez d'abord vous rassurer s'il respire. D'accord. Il ne faut pas paniquer. La première chose, ne pas paniquer, ne pas pleurer. Même au niveau des urgences, quand les patients arrivent, il y a un arrêt cardiaque, c'est vrai que vous nous voyez pousser, on pousse plus vite dans une salle qui est un peu spécialisée. Vous pensez qu'on est un peu agité. On n'est pas agité, on l'éloigne pour qu'on soit calme. Il faut rester calme. A, vous devez vous rassurer que la personne respire. Et pour la respiration, vous devez lever sa tête, la mettre un peu en extension, un peu comme ça. Oui. Et puis vous levez les manteaux. Là, vous dégagez les voies respiratoires. Beaucoup de gens ne font pas toujours des arrêts cardiaques parce que les gens paniquent, ils pensent que la personne est en arrêt cardiaque. B, c'est le breathing, donc la respiration. Vous devez également vous assurer que la personne respire. Vous la regardez respirer, vous l'écoutez et vous les touchez. Comment la regarder? Pour regarder la personne qui respire, vous savez que si c'est en hiver, c'est un peu plus compliqué. Les gens sont munis de manteaux, de ceci. N'hésitez pas à tout ouvrir. Ouvrir. Ne paniquez pas. Regardez si la cage thoracique bouge. Si elle ne bouge pas, écoutez avec l'oreille. Approchez votre oreille au niveau de son nez. Oui. Ne paniquez pas. C'est ça qu'on appelle l'écoute. Si vous n'écoutez pas, vous palpez. Alors, comment on palpe ou touchez? Soit vous mettez votre doigt au niveau du nez. Si la personne respire moins, qu'on appelle hypoventilation, il n'a pas beaucoup d'air, vous n'allez pas le sentir. Alors, les gestes qui sauvent. Moi, je suis venu ici pour vous montrer les gestes très, très banaux qui sauvent. Oui. Vous prenez un petit tissu de mouchoir, vous les mettez au niveau de sa narine. Et vous allez voir que ça bouge. Ça bouge. La respiration. Tant que ça bouge, la personne respire. Donc, vous l'avez touché. Certaines personnes, pendant qu'ils ne respirent pas mieux,
ils ont une capacité un peu faible de pousser l'air dehors. Alors, ce qui est très simple à faire, vous prenez un fil, généralement un fil blanc. Si vous les mettez sur un noir, c'est plus facile. Vous prenez un fil blanc, vous les pendez sur une des narines et vous verrez que les petits fils bougent. Ouais. Au pire, si vous n'avez pas de fils, comme nos femmes sont souvent aussi très belles et elles ont de très longs cheveux. Elles n'ont plus de tresses avec du fil. Non, mais vous avez tout le temps des cheveux là qui pendent sur la rue. Alors, il faut prendre un cheveu. Vous prenez un cheveu, vous le mettez là-bas, vous le voyez bouger. Mesdames, nous sommes donc déjà équipés pour les gestes qui sauvent, en vous rappelant que nous a rejoint sur le plateau. Et là, on est dans l'étape B. Sur l'étape B, nous avons notre ligne qui vous reste ouverte. Si vous avez vos questions que vous voulez commencer à nous adresser, je voulais vous laisser, docteur, le soin de continuer. On va récapituler A, parce que moi qui vous écoute consciencieusement, j'ai déjà oublié ce que c'était A. Je sais que c'est la première lettre de l'alphabet. Alors, séquence de rattrapage. Le A, c'était... L'air. L'air. Airway. Bon, alors le B, c'était... Breathing. Respiration, c'est en anglais. Mais quelle différence y a-t-il entre le A et le B, puisque tout cela, c'est de l'air? Ah, très bien. Le A, c'est vous qui posez les gestes. Vous mettez la personne, la tête en extension, comme ça, ou les coups pliés vers l'arrière, pour ne pas dire en extension. Oui. Vous levez son menton. Ça, c'est les A. Pourquoi? Si la personne a été courbée, donc il y a une mauvaise circulation de l'air. Donc, vous les dégagez pour vous rassurer que la personne respire. D'accord. Ça, c'est les A. Maintenant, le B, c'est le briefing. Maintenant, vous devez vous rassurer qu'ils respirent. C'est à ce moment-là que vous allez les voir respirer. Soit par le mouvement de la cage thoracique, exactement, soit par l'air qui sort sur... Soit vous l'écoutez, soit par l'air qui sort par les papiers mouchoirs, comme je vous ai dit. Le fil. Le fil ou les cheveux. Un cheveu, mesdames, oui. Vous mettez un cheveu, mais il y a aussi un temps. Il ne faut pas le mettre 2 secondes après, vous laissez. Ah non, je vois, il ne respire pas, tout ça. Non, vous restez au moins 10 secondes ou bien 20 secondes. Ce n'est pas grave. Même si la personne ne respire pas pendant 4 minutes, oui, c'est grave. Bon, sur les plans cliniques, mais nous allons voir plus loin que quelqu'un peut ne pas respirer pendant plus longtemps et puis survivre. Et je pense qu'on a eu l'exemple avec les joueurs Famba qui étaient tombés, comment dirais-je, sur le terrain à Londres ou en fait dans une ville en Angleterre. Oui, oui. Il est resté 82 minutes sans respirer. Aujourd'hui, il est sur les 2 pieds. Bon. Donc voilà, donc ça c'est ça. Il ne faut pas paniquer, il faut vous rassurer que la personne respire ou pas. Parce que ça ne sert à rien, strictement à rien, de masser une personne qui respire. Oui. Donc vous les mettez plus en danger que vous les sauvez. Pourquoi le mettons plus en danger? Ah ben, ça c'est un peu de la physiologie, là, parce que là, si, c'est comme qui dirait, donc, je vous donne un exemple aussi bête que simple, si vous marchez et je vous pousse. Je vais tomber. Voilà. Donc j'essaie d'accélérer un processus qui n'est pas normal. Qui n'a pas besoin d'être accéléré. Qui n'a pas besoin d'être accéléré. C'est qu'on dit en anglais, if it's not broken, don't fix it. Donc si ce n'est pas brisé... Ce n'est pas la peine de le réparer. Voilà. Alors, on a fait le A, je récapitule la séquence de rattrapage, hein, mesdames. A, il faut s'assurer que la personne peut respirer en ayant ce réflexe de lui lever le cou. C'est cela, lever le menton pour que la circulation de l'air se fasse. Le B, c'est faire les gestes qui sauvent nous-mêmes, à savoir s'assurer qu'il respire avec soit la cage thoracique qui bouge, il faut qu'on le constate. Et ça, avec des larmes aux yeux, mesdames, on ne pourra pas. Donc, séchez vos larmes, ne paniquez pas, nous dit le médecin. Et puis, il faut aussi soit essayer avec autre chose, si effectivement il respire mais faiblement. Nos petits mouchoirs que nous avons sur le devant de la narine devraient permettre de nous assurer que la respiration se fait, ou alors avec un fil. Alors ça, c'est le A et le B. Et le C, donc? Exactement. Dans le B, il y a un B qui est un sous-B. Effectivement, c'est pour éviter l'équivoque entre le A que vous m'avez posé comme question, mais j'ai déjà vu qu'il ne respire pas. Qu'est-ce que j'ai fait dans B? En fait, dans B, il y a ce qu'on appelle une insufflation. Si vous vous rassurez que la personne ne respire plus, là, vous devez insuffler. Donc, je sais qu'on parle des gestes qui sauvent à la maison. Vous n'avez pas d'équipement. N'hésitez pas. Prenez la bouche de la personne, soufflez, vous fermez ses narines. Donc, et puis, vous prenez bouche à bouche. Ouais. Et vous devez absolument fermer les narines. Si vous êtes rassuré qu'il ne respire plus, et puis vous insufflez 2 coups. Ouf. Vous soufflez votre air qui se trouve dans votre poumon, ça va l'aider. Ou soit, tout de suite, vous les mettez à une position qui est adaptée, que nous ferons tout à l'heure. Vous les mettez en position latérale. Sur le côté, donc? Sur les côtés gauche. Et c'est important d'insister du côté gauche, tout simplement.
C'est facile parce que c'est là où se trouve le cœur. Ce n'est pas parce qu'on aime bien les femmes qu'on est tout le temps couché du côté gauche, non. Voyons. Donc, vous les mettez du côté gauche, il se trouve le cœur. Vous allongez, la jambe gauche doit être bien étendue et la jambe droite fléchie pour faciliter la respiration. Alors, si vous êtes d'accord à cette étape, si on a fait le A, le B et le C, c'est bien cela? Pas encore le C. Pas encore le C. Donc, j'attends qu'on ait déroulé cette partie de l'alphabet-là pour pouvoir procéder à une première mise en situation, si vous êtes d'accord? Exactement. Alors, en fait, donc, le C. Le C, il faut l'observer. C'est pour voir la circulation. C, c'est circulation. B, c'est le breathing, la respiration. C, c'est la circulation. La circulation, c'est le sang. Oui. C'est pour voir si la personne a une bonne circulation du sang. Très bien. Et ça, je pense que vous les connaissez si bien, on parle de la prise du pouls. Les pouls, c'est les battements du cœur. Alors, pour ici, ou en fait, pour rester un peu terre à terre, je déconseille fortement les gens qui ne connaissent pas le métier de prendre les pouls qu'on appelle les pouls radiales, c'est-à-dire au niveau du bras. Alors, on va peut-être commencer par cette partie de la démonstration. Oui. Je vous tends le bras, peut-être qu'on va avoir un grand zoom de la caméra. Et non, mais c'est moi qui vous tends mon bras pour prendre mon pouls. Pour voir si je sais, mais je ne sais pas, docteur, Ben, voyez-vous, chacun son savez. métier. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire quand je vois votre bras? Ben, dites-moi. M'assurer que le sang circule. Que le sang circule. Si je mets le doigt là sur la grosse veine. Où c'est la grosse veine? Celle-là. OK. Mettez les doigts. Donc, exactement, vous avez un gros 0. Bon, alors 0 sur 20 devant tout le monde. Donc, voilà. Alors, je vous tends mon bras. Et donc, que faut-il faire? Alors, je ne vais pas les... Enfin, je les démontre pour ceux qui connaissent. Oui. Vous prenez le premier doigt, en fait, le deuxième et le troisième doigt. D'accord. En partant du pouce. Oui. Donc, je parle du deuxième et troisième. Oui. Donc, en d'autres termes, c'est de l'index et du majeur. Oui. Donc, moi, je préfère parler du deuxième et du troisième pour que les gens qui se confondent entre l'index, l'annulaire, les majeurs... Nous sommes nombreux à confondre. En Et plus. donc, alors, vous prenez le 1, 2, 3, 4 et 5. Vous oubliez les 4, le 5 et le 1, et vous prenez que le 2 Comme et les le scouts. 3. Comme les scouts. Bon, alors ça, au moins, tout le monde se souvient. Mais Ensuite. voilà. Et puis, vous les posez, vous prenez les pouces. Est-ce que je ne sais pas si on vous voit, en tout cas. Si, c'est la Vous caméra. prenez ici. les deux doigts et vous les posez, vous les comprimez sur la racine du pouce. Ah, il faut appuyer. Il faut appuyer. Si vous appuyez, vous allez le sentir. Ça va faire tac, tac, tac. Il faut appuyer. Il ne faut pas avoir pitié de moi. Ah oui, c'est vrai. C'est juste merveilleux. Ah, donc, il ne faut pas caresser. Non, il faut appuyer très fort. Il faut appuyer très fort. Vous ne cassez pas, vous ne cassez rien. D'accord, Donc, très bien. Deuxième doigt et troisième doigt, Ça vous lui- prenez les pouces, la racine du pouce, et vous appuyez très fort. Vous D'accord. restez au moins 10 secondes, vous allez sentir que Oui, ça tape. Oui, exactement. Mais alors, pour cette circulation, en fait, pour les gestes qui comptent, pour ceux qui peuvent le faire, ils peuvent le faire. Mais déjà, il y a des raisons pour ne pas le faire, ou 3. 1, la méconnaissance de la technique. Il y a tout le monde qui ne peut pas la connaître. De 2, quand une personne est en choc, il y a très peu du sang qui arrive au niveau des membres. Oui. Donc, nécessairement, vous ne sentirez pas les pouls. Même à l'hôpital, souvent, les patients qui arrivent, on ne s'intéresse plus à les prendre, s'il est en choc. Alors, le cerveau, parce que c'est par là qu'on réfléchit, Dieu a fait en sorte que le cœur, parce qu'il est injuste, il donne d'abord plus au cerveau. Donc, dès qu'il y a moins du sang, il envoie au niveau du cerveau. Ce qui n'est pas plus mal, c'est quand même là... Exactement. Oui. Alors, par une artère qu'on appelle la carotide. Donc, ce que j'ai dit à vos téléspectateurs, le meilleur endroit pour faire l'étape C, la circulation, c'est de poser le premier doigt, Et le deuxième. en fait, le deuxième et le troisième sur la carotide. Encore qu'il faut-il savoir où elle se trouve, la carotide. Juste, c'est facile. En dessous de mâchoire, à la racine du cou, en fait, au début du cou. On peut essayer soi-même sur sa carotide à soi. Voilà. Mais par contre, il y a un geste qu'il faut faire. Les côtés que vous posez les coups, en fait, vos doigts, c'est de là que vous devez pencher la tête. C'est Comme ça, important. donc. Si je mets la main là, il faut que je me penche de ce côté. Exactement. Les gens ont des mauvaises techniques, ils vous demandent de tendre les coups et après ils prennent là-bas. Là, vous ne pouvez pas la sentir pour des raisons. Pourquoi? Parce que quand le sang circule et que vous tendez les coups du côté que vous voulez prendre, vous êtes en train d'allonger la carotide. Bien sûr. Donc le sang va passer moins. C'est un peu comme dans un tuyau. Donc il faut relâcher la carotide et les relâcher
Et quand vous posez votre main, en fait, vos deux doigts, deuxième et troisième, et là, vous allez sentir les battements de la carotide. Donc, pour les gestes qui sauvent, il faut prendre le pouls carotidien. Pardonnez-moi, docteur, mais je ne ressens rien du tout, là. Est-ce que je n'ai pas posé les doigts à l'endroit où il faut? Mais non, c'est plus facile parce que vous parlez. Est-ce que je suis encore vivante? C'est parce que vous parlez. Non, je ne ressens rien du tout. Ben, vous allez le sentir chez le mannequin facilement. Oui, ben alors chacun son métier. On va donc pouvoir passer à la phase de démonstration. On a bien fait le ABC. Bien sûr, on a fait les ABC. Les A, c'est l'air. Oui. Le B, c'est le breathing. La respiration. La respiration, vous insufflez. Et le C, c'est la circulation. Donc, vous vous rassurez qu'il y a un battement du cœur qui s'est fait. D'accord. Alors, je vais demander à Lucie, qui était là tout à l'heure, d'accepter de venir deux possibilités. Est-ce que vous préférez, docteur, qu'elle soit sur la table? Elle est légère comme une plume, notre Lucie d'aujourd'hui. Ou est-ce que vous préférez qu'elle soit sur le tapis devant la table? Qu'est-ce qui vous convient? Alors, ce qui me convient, comme on fait des gestes simples à la maison, oui, c'est exactement sur les pavements. Ne jamais, jamais de la vie poser quelqu'un sur une chaise, un canapé, posez-le sur le pavement. Oui. Pourquoi? Parce que c'est une surface dure. Alors, je vais vous laisser peut-être vous déplacer, aller vers Lucie pour qu'on puisse voir ce que vous avez à nous montrer. Vous pouvez vous lever, docteur. D'accord. Et au niveau de la circulation, oui, si maintenant vous êtes sûr que ça ne passe pas, oui, c'est à ce moment-là que vous faites le massage cardiaque. On terminera donc par le massage cardiaque une fois qu'on aura fait le ABC. Je vous laisse vous déplacer. J'espère que votre micro est accroché dans votre poche, qui n'est pas par terre. Je pense qu'il est visible. Hein? Oui, 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 oui. Ne vous inquiétez pas. Alors, nous avons des magiciens en régie. On va lui demander de simuler un arrêt cardiaque. Est-ce que vous savez faire cela? Simuler un arrêt cardiaque. Moi, je simule que je n'ai pas peur. Ça, je sais faire. Alors, allons-y. Elle simule un arrêt cardiaque. Oui. Quand vous arrivez, la première chose, il faut appeler la personne par son nom. Encore faut-il savoir son nom. Si vous ne savez pas... Madame, madame. Ou madame, madame ou monsieur, monsieur. Voilà. Pourquoi? Parce que chaque personne est très sensible à l'appel de son nom. De son nom. Ou soit de son genre. Oui. Donc, sexe ou quoi, en fait. D'accord. Si vous les connaissez, parce qu'on est à la maison, on parle. À la maison, bien sûr, on connaît le nom des personnes. Alors, je vais dire... Lucie. Je l'appelle comme intime, hein, et c'est sans offense. Allez-y, je vous prie. Lucie, Lucie. Lucie, vous m'entendez? Lucie, vous m'entendez? Ah, elle ne m'entend pas. Lucie, Lucie. Lucie, vous m'entendez? Madame. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets mes genoux par terre. Oui. Généralement, la personne a un cou un peu par là. Donc, je fais le A. Je me rassure. Le A. Donc, tête en extension. Oui. Je prends ma main, je pose sur le manteau de Lucie et je bascule. Aussi vigoureusement? Ouais. Ben non, pas vigoureusement. Basculez comme ça. À ce moment-là, vous tendez sa trachée. Très bien. Et ça permet la respiration. D'accord. Maintenant, je vais passer à B. B, je la regarde. Elle est bien habillée. C'est sûr, même si je regarde qu'elle respire. Oui. Je regarde. Elle ne respire pas. C'est ça, observer. Elle ne respire pas. J'approche ma main et j'approche mon oreille. Pour écouter. Pour écouter. Oui. Je vois qu'elle ne respire pas. Je prends un papier mouchoir que je peux amener. En fait, j'en ai déjà, oui. Ah bah oui, le médecin urgentiste, ils ont toujours un papier mouchoir. Toujours. Ce serait un drame sinon. Généralement. Voilà. Vous coupez un tout petit peu. On va montrer à la caméra, oui. D'accord. Un tout petit peu, un petit bout. Oui. Je mets. Donc c'est sûr qu'elle va respirer. S'il ne respire pas, mon mouchoir ne bouge pas. Mais là, vous voyez que ça bouge parce qu'elle respire. Sinon, comme je vous ai dit, vous prenez un fil, s'il y en a. Il y a des fils dans le décor, plein partout sur le studio. Alors, généralement, vous prenez un fil et vous mettez les fils sur la narine de la patiente. Ne bougez pas, s'il vous plaît. On va essayer de faire un grand zoom pour qu'on puisse bien voir que le fil bouge. Je ne sais pas si c'est techniquement possible, mais ça devrait l'être. Ah. Voilà. Vous voyez, il bouge, hein? Je vois qu'il bouge. C'est juste merveilleux. Vous pouvez essayer avec le mouchoir encore une fois, s'il vous plaît? Oui. Elle respire très bien, notre Lucie, heureusement d'ailleurs. Lucie, on ne rit pas. Vous êtes en arrêt cardiaque, on nous a dit. Bon, alors. Ah oui, ça bouge. Ça bouge. Oui. Donc, si jamais ça ne bouge pas, si vous n'avez pas de fil, vous prenez toujours un cheveu de plus de Lucie. Et puis, je les mets là-bas. Mais c'est tellement noir qu'il est difficile de voir. Vous mettez là-bas. Vous avez pris un cheveu sur la tête de la patiente? Oui. Elle respire. D'accord. Voilà.
Et ça, c'est la respiration. Donc là, si vous voyez qu'elle ne respire pas, Oui. donc maintenant vous passez, parce que là, elle respire, mais nous parlons sur l'arrêt. Oui. Donc elle ne respire pas. À ce moment-là, vous devez insuffler. Nous sommes dans l'étape B. Très bien. Donc, vous prenez le premier doigt. Moi, je suis droitier. Et le deuxième, vous bouchez le nez. Oui. Je bouche le nez de Lucie. Là, si je bouge tout de suite, elle va ouvrir sa bouche. Hein, tout de suite, voilà. C'est automatique. Quand bien même la personne est inanimée, si on lui bouche les narines, elle va ouvrir la bouche. Ah non. Elle va ouvrir. Elle va ouvrir la bouche parce que... C'est un réflexe. C'est un réflexe. Oui, oui. Même si la personne est évanouie. Non. Si la personne est évanouie, c'est différent. D'accord. On va parler de l'évanouissement. L'évanouissement ou l'épilepsie, Oui. c'est différent d'un arrêt cardiaque. Ici, nous parlons d'un arrêt cardiaque. Alors, restons dans l'arrêt cardiaque. Vous disiez donc que quand on bouche les narines d'une personne qui est en arrêt cardiaque, automatiquement, elle ouvre la bouche. Non, Non. parce qu'il est en arrêt cardiaque. Vous ouvrez la bouche si vous respirez normalement et qu'il y a de l'air qui arrive, Oui. il y a une différence de pression Oui. qui automatiquement va pousser sur les poumons et qui va ouvrir la bouche. Parce que la bouche et les nez, c'est des systèmes respiratoires aussi. Donc, le fait qu'elle ouvre la bouche, c'est bon signe. Ça veut dire que cette personne respire. Elle respire, oui. D'accord. Et ça, en fait, malheureusement, je vais faire un point. Nous avons enterré beaucoup de gens en Afrique qui sont foudroyés, vivants. Oui. Mais c'est tout simplement par là, qui sont bouchés et puis parce qu'ils ne respirent pas, mais tout simplement parce qu'ils sont bouchés et puis on les enterre vivants. Mais on n'enterre pas aussitôt. Je dirais, y a-t-il pas une durée Ça, pendant c'est laquelle... notre discussion dans une autre émission. Ah ben, on est là Alors, pour ça, nous avons le temps. Maintenant, Oui. on est au B. D'accord. Donc, je me suis rassuré que ma personne ne respire pas. Donc, je ferme les narines. À ce moment-là, j'ouvre la bouche parce qu'elle ne respire pas. Oui. Et je mets ma bouche contre, sur la sienne et j'insuffle. Donc ça, je vais le faire pas chez elle. Vous allez fermer la bouche, madame. Alors, je suis là. De toutes mes forces. Oui. De toutes mes forces. Vraiment de toutes ses forces. Pas de faire toutes semblant. ses forces. Pas faire semblant. Ouais. Alors, Après, mesdames, si c'est monsieur, c'est pas le dernier bisou d'adieu, c'est vraiment souffler de l'air de toutes ses forces pour qu'il se relève. Exactement. Oui. Même si vous avez pris beaucoup de piment, ça ne sert à, c'est pas grave. Vous insufflez et après, vous revenez à l'étape B. Vous vous rassurez aussi. Il se peut que l'air que vous lui avez donné, ça a permis de booster, en fait, c'était un mot anglais, ça a permis de stimuler sa respiration. Oui. Donc, vous insufflez de toutes les forces. Il ne faut pas encore masser. Peut-être ça part insuffler la personne et ça permet à la personne de récupérer sa respiration. Si la personne ne récupère pas la respiration, maintenant vous passez à l'étape C. D'accord. Et l'étape C, c'est ça que je vous ai dit. Donc, avec les deux doigts. Avec les deux doigts. Ben, pour ceux qui connaissent, tant mieux. Vous posez sa main qui est là. Deuxième et troisième doigt. Vous posez fortement sur la racine du pouce et vous appuyez. Généralement, souvent les personnes qui sont déjà moins du sang. Il y a une mauvaise circulation périphérique qu'on appelle dans les membres. Donc, généralement, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Vous êtes là, à sa droite. Vous êtes gaucher, soyez à sa gauche. Oui. Vous êtes là, à sa droite. Vous êtes là, à sa gauche, généralement. Parce que le cœur est là. Vous êtes prêt à... Je me suis mis ici à côté de la caméra. Oui, non, mais vous inquiétez pas, on voit bien les images, oui. Donc, vous prenez la personne, les coups de la personne, vous les basculez du côté que vous voulez prendre l'époux. Deuxième et troisième doigt, vous posez là-bas. Mais il faut rester pendant longtemps, il faut les chercher. Enlevez votre main gauche, s'il vous plaît, voilà, et là, on peut le voir. Si vous venez palper, vous allez sentir. Hein? Vous n'avez pas senti chez vous, ici, vous allez le sentir. Il faut que je me déplace, oui, je vais vous laisser faire. Oui, vous êtes plus adroit que moi. Non, mais venez, parce que vous devez sentir. Bon, alors, parce que moi... C'est pas moi qui vais faire les gestes chez vous à la maison, c'est vous qui allez le faire. Vous avez raison, docteur. Alors, moi, c'est compliqué. Des fois, j'ai des micros, je suis accrochée de partout. Je suis attachée à ma chaise. Je suis désolé. Mais non, je vais me déplacer. Alors, qu'est-ce que je... Donc, il faut là, vous posez ici et vous basculez la tête. Vous allez le sentir. Bon, je vais faire le tour parce que j'étais devant la caméra, c'est pas intelligent de ma part. D'accord. Je vais faire le tour. Mais vous l'avez senti? Je pense l'avoir senti, mais je vais m'en assurer quand même. Voilà. Quand on apprend, on ne fait pas semblant. Alors, à ce moment-là, vous faites le sens contraire. C'est ici. Vous mettez ici. Ah oui.
On dirait que vous avez fait ça toute votre vie, Lucie. Parce que là, il est court. Oui. Parce que ceux qui ont les cours, en fait, on leur donne ils doivent faire des simulations, ils sont des... D'accord. Et vous l'avez senti. Là, vous sentez. Mais si à ce moment-là, on est dans C, c'est la partie C, et que vous ne sentez pas, chez elle, on a senti. D'accord. Mais là, dans la partie C, en principe, la position que je devais être, c'est votre position. Maintenant, vous passez par les massages. Bon. Et les massages cardiaques, je ne sais pas si j'ai encore des minutes. Vous avez le temps, nous sommes là pour cela. Alors, donc on simule que la personne est en arrêt cardiaque. Oui. Donc, les massages cardiaques, donc, il faut être complètement à genoux, bien appuyé, droit. Oui. Vous mettez votre main comme ça, vous prenez les doigts, là, vous les mettez ici. Alors, c'est ça. Ne bougez pas trop vite, on va voir les mains, là, exactement ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est par là? Voilà, une main comme ça et une main au-dessus. Donc, c'est tout. C'est ça qui fait ça. Ça fait ça, ça doit faire ça. Oui. Vous comprenez? Oui. Maintenant, je prends mes mains. Pour nous qui connaissons, on compte. Mais pour les personnes, c'est pas grave. Vous voyez les seins. Oui. Toute personne a des seins. Au niveau de mamelon, vous prenez la main, vous posez... La paume de la main. Non, pas la paume de la main. La racine. La racine de la paume. La racine de la paume sur le thorax de la personne. Alors, les femmes sont encombrées au thorax. Donc, il faut pousser le sein gauche et le sein droit pour faire de la place. Oui, vous les poussez. Ben oui, très sérieusement, sinon on ne fait pas ce qu'il faut. Ah si, si. Et puis vous devez déshabiller la personne. N'ayez pas peur, même si c'est sur la rue, on s'en fiche. Même si c'est à la télé, on n'a pas peur. Ah non, non, à la télé, on a peur. À la télé, on a peur. Ok, très bien. Alors, donc, pourquoi? Oui. Pour la simple raison que si la personne a beaucoup d'habits oui. et que vous massez votre... Ça ne sert à rien, le manteau, l'écharpe et tout ça. Oui. Et n'ayez pas peur. Si vous devez lui casser les côtes, cassez les côtes. Il faut y aller vraiment le plus fort que l'on peut. Exactement. Parce que sinon, parce que vous savez, surtout, c'est des personnes qui sont un peu en très bonne santé, c'est un peu difficile. Vous voulez dire des personnes qui ont du surpoids? Bon, en fait, les personnes... Non, mais c'est pour que nous nous comprenions. Quand vous dites en bonne santé, on pourrait... Donc, les personnes qui se portent beaucoup trop bien, beaucoup de... Voilà. En surpoids. Oui. Donc, vous appuyez et vous appuyez comme ça les mouvements. D'accord. Pas ça. Ça, il n'y a pas de force. C'est pas le dos, vous devez rester droit. C'est le bras. Oui. Donc, ça doit fléchir et s'abaisser. Oui. C'est les muscles de bras ou les biceps qui compriment, qui font des massages. Pas le dos. C'est ça qui fait. Hop, 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 de toutes ses forces. Alors, l'ancienne technique, on disait c'est 15 insufflations ou 15 massages, c'est pas ce que Lucie a appris, et 2 insufflations. Alors, on est perdu. Alors, recadrons. Nous sommes à la maison. Je suis paniquée. Je n'ai pas fait de formation. Insufflation, j'ai suivi. Il dit, vous écoute, j'ai pas tout compris. Je me souviens qu'il faut mettre les bras comme cela, la racine de la paume, appuyer le plus fort possible entre les deux seins. Et alors, c'est à partir de là que je ne sais plus ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, je suis très précis à partir de maintenant. Oui, voilà. En fait, je viens du congrès de l'AHA. Oui. 1, il faut masser. 2, il faut masser. Et 3, il faut masser. Fort. Il n'y a que 3 choses à faire. Masser, remasser et re-remasser. Non, pas de remasser. Masser, masser et masser. Oui. Pas de remasser, il faut... Je ne veux pas qu'il y ait de confusion possible. D'accord. Masser, 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 jusqu'à ce que vous ayez de l'aide. Continuez à masser. Alors, donc la personne qui masse n'est pas la personne qui va chercher de l'aide. On est d'accord? On va y arriver. Oui. Vous avez déjà appelé les 15? Oui, j'ai appelé le 15. Allô, mon mari, il faut, en fait, en français, on dit AMP, en fait, AMD. Et qu'est-ce que c'est? Appel, masser et défibriller. C'est les systèmes de la Société française de cardiologie, la Fédération française. Ils disent AMD. Appeler, masser et défibriller. J'ai pris mon téléphone, j'appelle les 15. Les ambulanciers arrivent avec les embouteillages de Paris. Je passe à la deuxième étape. Masser, 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 jusqu'à ce que les ambulanciers arrivent. En principe, vous devez sortir de là avec un peu de musculation. Vous n'aurez plus besoin de passer au gym. D'accord. Donc, je suis là. Oui, oui. Je me positionne. C'est important, c'est hyper important. Vous serez surpris que même à l'hôpital, il y a des gens qui ne savent pas masser. Lucie, ça, c'est inquiétant, ça. Ah si, Lucie, probablement, elle sait bien masser que certains médecins et infirmiers. Ça, en fait, si je vous donne les statistiques de la Fédération française de cardiologie, vous serez surpris.
qu'il y a des médecins qui ne savent pas masser, à un pourcentage grave. Donc, posez la paume de la main au niveau de la poitrine. Ici, je reste tout à fait populaire ou vague, un langage populaire. Vous posez entre les deux mamelons, vous posez sur le sein gauche, vous poussez, si le sein gauche est bien fourni, vous les refoulez et vous massez. Massez, 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 jusqu'à ce que les pompiers arrivent. Alors, juste une précision. Vous dites le sein gauche. C'est parce que c'est là qu'il y a le cœur. Oui. Donc, ça n'est pas... moi, je pensais que c'était vraiment entre les deux, au milieu. Mais en fait, c'est vers la gauche qu'il faut se mettre. Un peu vers la gauche, oui. Parce que si vous êtes au milieu, c'est sur le sternum. C'est pas intelligent. Pas mais jusqu'à présent, j'avais compris que c'était vraiment au milieu. Ah non, c'est vers la gauche. Donc, toutes les façons, quand vous allez poser votre main, c'est vers le... Donc, vous pouvez... Lucie, est-ce que le docteur peut poser ses mains? Vous pouvez poser vos mains. Allez-y. C'est vrai? Oui, vous êtes sûr? Sans ambiguïté. Donc, je pose là, la racine. Là. Oui, oui. Pas ici. Alors, oui, exactement. La racine, c'est par là. Je refoule si c'est un peu fourni. Je pose ma main et je masse. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Vous continuez à masser. Pas des histoires de 15 et des insufflations. Masser, masser et masser. Ça, c'est la nouvelle recommandation de la Société américaine de cardiologie et de la Société savante de cardiologie mondiale. D'accord. Donc, si vous êtes aidé, oui. Là, je ne parle pas d'une personne qui est seule. Ben, si vous êtes aidé, il y a des personnes, vous pouvez masser 30 fois, ils donnent 2 fois, ouf, ouf, vous continuez à masser 15, il faut oublier 15, c'est 30. Bon. Donc, sinon, masser, 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 masser et masser. Même si la personne est insufflée, vous continuez toujours à masser. Alors, je vais essayer de masser. Je vais déjà essayer de me lever sans tomber. Mais vous pouvez me masser. Donc, maintenant, vous pouvez vous lever. Vous allez masser sur moi. Lucie va vous masser. Elle a fait la formation. Non, vous massez. Moi, je vais masser. Oh là là. Okay. Bon, alors, je vais essayer. Moi, je vais m'étaler. Non, vous devez être ici. Il faut que je sois là-bas. Oui. Je tourne. OK. Il faut être plus proche de l'endroit. Mais je me fais copain. Vous me payez ou pas? Ben oui. Quand vous pensez toutes les vies que vous allez sauver avec ces recommandations. Alors, ce qui tombe bien, c'est que le micro est à l'endroit où se trouve le cœur. C'est bien là. Oui, effectivement. Effectivement. Non, ici. C'est plus là, c'est plus là. Mais vous devez approchez-vous vers moi. Il faut être plus proche du patient. Donc, je mets ma main comme ça. Oui. Je mets la deuxième main ici. Exact. Et je pose mes mains. Et masser. Vous sentez? Oui. On va entendre ça. En fait, ce massage, il fait serre de pompe. Vous devez plier les coudes. Il faut que je plie les coudes? Oui. Comme ça? Oui, allez-y. Pourquoi il faut que je plie les coudes? Si je fais... Pour les muscles. D'accord. Mais là, vous ne massez pas bien. Vous devez masser. Plus fort? Oui. Exact. Plus fort? Oui. Mais là, vous vous portez bien, donc je risque de faire ce qu'il ne faut pas. Non, effectivement, vous risquez de le faire. Mais vous voyez que quand vous massez, il y a un souffle qui sort. Tchouk. Oui. Tchouk. Tchouk, c'est exactement ça. Ah là là. Bon. Donc, masser, ne pleurez pas. C'est surtout ça qui est important. Pleurez si vous voulez, mais masser. Non, vous ne pleurez pas. D'accord. Parce que si vous pleurez, il y a une étude qui a été faite que les patients qui sont en coma entendent des voix. Oui. Et le subconscient fonctionne. Donc, si vous pleurez, vous l'envoyez un peu à la morgue. C'est vrai? Donc, ça, c'est... On pensait que quand on pleurait, parce qu'en général, on pleure, qu'est-ce qu'on dit? Ne me quitte pas, reste avec moi. Est-ce que tu m'entends? Comment je vais faire? Et les enfants et tout ça? Et donc, masser, masser, masser. En fait, on est parti un peu plus rapide. Oui. En France, c'est à peu près 40 000 à 60 000 de décès par arrêt cardiaque par année. Et il y a seulement 3 000 ou 2 000 qu'on sauve. Mais si les gens sont entraînés, ben, on peut arriver à 10 000 ou 20 000 de vies sauvées. Bon. Mais les statistiques sont très alarmantes pour la France. C'est à peine 23% des personnes savent, ou 23% des personnes qui savent masser et faire les premiers gestes. Et à Paris, 22% seulement. Tout le monde, il appelle les 15 et puis il attend. Alors, tout le monde appelle le 15. Vous pouvez appeler notre numéro de téléphone. Nous savons que vous avez été très consciencieux, que vous avez suivi avec beaucoup d'attention. Je vous le rappelle, c'est le 01 45 55 76 87. Peut-être avez-vous des questions. Sinon, vous nous les adressez par mail. Nous étions donc là dans la simulation de l'arrêt cardiaque. Exactement, dans la simulation de l'arrêt cardiaque, on était à l'étape
C, qui est la circulation. Et c'est l'étape la plus importante qu'il faut faire. C'est des gestes simples et il faut les faire à la maison, il faut les faire dans les gymnases, pendant les vacances. Même si vous êtes en Afrique, il y a quelqu'un qui tombe, faites le premier geste. Alors, vous faites bien de dire, même si vous êtes en Afrique, ici, on peut penser qu'on appelle les pompiers, ils viennent au rythme où ils peuvent, au rythme des embouteillages. On est à un endroit où il n'y a pas de pompiers, où il n'y a pas de téléphone pour pouvoir appeler au secours. Vous dites masser, 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 jusqu'à quand? Alors, jusqu'à ce que vous ayez de l'aide. Un passant qui passe. Alors, que fait le passant? Que fait l'aide qui arrive, en fait? L'aide qui arrive pour des choses. Et je pense que Luciana, puis l'aide qui arrive vous aide peut-être à insuffler et peut vous aider à transporter les patients, si vous pouvez les transporter. C'est-à-dire que pendant que l'on masse, s'il y a une deuxième personne, cette personne peut pouvoir faire le bouche à bouche. Peut faire le bouche à bouche. En même temps que l'on masse. Puis en même temps, il peut aller chercher de l'aide à l'extérieur. Oui. Mais ceux qui viennent, qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Parce qu'en général, dans un cadre domestique, les gens qui sont autour, ce sont aussi des profanes de cette question-là. Ces personnes vont arriver, qu'est-ce qu'elles vont faire? Qu'est-ce qu'elles sont censées faire? Alors, les personnes qui vont arriver, ben ça c'est une superbe belle question, ça dépend. Vous êtes où? Vous êtes à Paris, vous êtes en ville, vous êtes à Ouagadougou, prenons vous êtes la pire des configurations. Je suis à un endroit où il n'y a pas de pompiers, il n'y a pas de SAMU. C'est quel endroit? En Afrique, je suis dans mon village. Voilà, dans mon village, à moi, il n'y a pas de SAMU, il n'y a pas de pompiers. Oui. Alors, qu'est-ce que je fais? Je masse, je masse, je masse. Arrive quelqu'un d'autre à qui je dis de faire ce que j'ai appris là aujourd'hui, à savoir insuffler de l'air. Mais ensuite, que doit-on faire? Aller à l'hôpital ou dans un dispensaire les plus proches. Bon, le moins loin, vous voulez dire, dans le cas de mon village, parce que moi, c'est vraiment sous les arbres. Donc, alors, il vous amène, en fait, il vous aide à transporter les patients pour l'amener à un service où on peut l'aider plus. Le prendre en charge. Oui. Alors, idéalement, pendant le transport, le déplacement du patient, faut-il continuer à masser, à insuffler de l'air? En fait, j'étais très, très clair. Oui. J'ai dit, il faut faire quoi? Masser. Deuxième? Masser. Troisième? Masser. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on ait de l'aide. Voilà. Donc, vous massez jusqu'à ce que vous arrivez au dispensaire. Si c'est 2 km de la rivière, massez le plus possible. Oui. Vous les transportez un peu, 2 minutes, vous les posez, vous massez. Dans une montagne au village, vous les transportez un peu, vous posez, vous massez. Oui. Vous n'avez pas de choix. Et puis, je pense que ici, on lui a appris comment transporter un patient. Tout ça, ça s'apprend. Au pire, vous faites ce que vous pouvez. Mais en tout cas, massez, 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 massez. Bon, alors ça, c'était pour le cas des arrêts cardiaques. À l'échelle domestique, il y a aussi les accidents domestiques, comme l'on dit. Souvent, ce sont avec les enfants. Il y a des gestes qui sauvent. Là aussi, je vous disais au téléphone, en préparant l'émission, quelquefois des cas de brûlure. On prend la première bouteille qu'on a en main, des blessures inattendues. Surtout dans la cuisine, on nous dit que la cuisine est le lieu où il se passe beaucoup plus d'accidents domestiques, pour les enfants notamment. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pareil pour toutes les pièces de la maison? Bon, effectivement, avant de passer à d'autres cas, j'avais parlé qu'il y a les A, B, C, D. Je ne vais pas... On n'a pas fait le D, pardonnez-moi, docteur. Que j'ai une question de votre exploitateur, mais il est passé, il nous a parlé du D, il n'a rien parlé du D. En plus, ils connaissent bien l'alphabet. Exactement. Alors, donc le D. Le D, c'est la défibrillation. Ah oui. Mais vous dites oui, probablement vous les connaissez. Non, je vois des appareils quelquefois marqués défibrillateurs, si c'est bien ça d'ailleurs. Défibrillateurs. Défibrillateurs. Donc ce sont des appareils qui sont, comment dirais-je, placés pour stimuler les cœurs. Encore des statistiques très alarmantes. La Fédération française de cardiologie a fait une enquête en 2007 sur 1018 personnes interviewées de 15 ans et plus. 1% seulement en France. En France, 1% seulement. C'est se servir de ça? Non, ils ont cité les mots défibrillateur. Oui. 1%. Nous sommes en France. 2007. D'accord. Sur 1018 personnes. Mais alors, à quoi sert un défibrillateur? Donc, les gens ne connaissent même pas les défibrillateurs. Est-ce que c'est récent? Est-ce qu'il y a une raison? C'est tellement vieux. C'est tellement vieux. Or, aux États-Unis, par exemple, la ville de Seattle, à Washington State, à l'État de Washington, il y a des défibrillateurs sur toutes les rues. Et généralement, presque à tous les carrefours. Et j'étais surpris aux États, en fait, au Canada, même en Angleterre, je suis allé la semaine passée. Sur la file d'attente, il y avait 3 défibrillateurs à Luton. Oui. La file d'attente pour passer à l'immigration. Donc, les défibrillateurs, c'est un appareil excessivement important et simple. Elle sauve 70%
des cas d'arrêt cardiaque. Donc en France, il n'y a que 3000 communes. Je ne connais pas combien le nombre de communes qui sont il y en a en France. Ça fait 2 semaines que en fait 2 mois que je suis là. Donc il y a 3000 communes seulement qui sont équipées de défibrillateurs. Est-ce qu'ils les ont à quel endroit? Au niveau de la mairie ou il n'y en a pas? En tout cas, je n'ai pas encore vu de défibrillateurs ici. Je n'ai pas encore vu. À la gare du Nord, je ne sais pas, ça peut être quelque part. Mais en tout cas, pas à l'endroit où il y a plus de personnes. C'est pas peut-être que Mme Lucie l'a déjà vu ou pas? Non. Moi, je n'ai jamais vu ça. Moi, j'en ai vu dans certains... Par contre, à Montréal... Oui. Et au Canada en général, toutes les grandes villes, tous les centres commerciaux, oui. Dans presque tous les métros, il y a des défibrillateurs. Et donc, les défibrillateurs, c'est un appareil qui est sensiblement facile. C'est un appareil aussi simple, plus facile que les iPhones à utiliser. Alors, est-ce que justement un défibrillateur, tout le monde peut en acheter un et le mettre à la maison? Ah si, vous pouvez l'acheter. Ça coûte entre 1000 et 1500 $. C'est tout simplement, ça coûte, je suis sûr que ça coûte... moins qu'une robe sur les Champs-Élysées. Ah bah vous savez, je ne sais pas pour les dames qui nous regardent, mais avez-vous toute une robe achetée sur les Champs-Élysées? Oui, Je ne sais pas. En fait, ça coûte moins il faut le dire aux messieurs. Ben, ça coûte moins qu'un billet pour aller en Afrique, en tout cas. Mais ça ne sert à rien de sauter sur le défibrillateur. Il faut savoir comment l'utiliser. Mais c'est beaucoup plus un appareil qui est complètement médical. Il faut être entraîné. Mais il y a certains États aux États-Unis qui ont passé des lois qu'on appelle des lois samaritaines, des bons samaritains. C'est-à-dire que toute personne qui dit c'est utiliser le défibrillateur peut l'utiliser. Même si la personne mourait, la personne est protégée. Le défibrillateur, c'est un appareil. Vous mettez, en fait, si vous savez que la personne vraiment ne respire pas, ou il y a un cycle, vous posez, c'est à peine 2 patchs. Il y a un que vous posez là-bas, l'autre que vous posez ici. Il est relié à un petit appareil qui vous dit que la personne, le cœur fonctionne ou pas. Il vous le dit, hein. Il vous l'a dit, j'analyse. Oui. Il est dit verbalement, en fait. C'est vocal? C'est vocal. J'allais vous envoyer les images. Oui, oui. Il vous dit, j'analyse, vous attendez. Et après, si l'appareil a besoin de choquer, parce que l'appareil analyse effectivement le cœur, il vous dit, envoyez un choc. Mais vous appuyez sur les boutons verts. C'est comme si vous appuyez sur n'importe quelle machine à photocopieuse, qui donne un coup. Puis ça stimule le cœur. Mais alors, pourquoi ça n'est pas plus répandu que cela, notamment à l'échelle domestique? Pourquoi ne recommande-t-on pas? Mais déjà, il faut attendre d'abord à l'échelle publique en France, vous voulez dire. Il n'y en a pas déjà. Il faut d'abord l'échelle publique. La Fédération française a recommandé pour les pouvoirs publics, et les pouvoirs publics est en train d'augmenter les taux de survie des patients en arrêt cardiaque en France de 3% à 10%. Et pour ça, il faudrait absolument propager les défibrillateurs. Il faut passer par des lois. Donc, ça devrait... Je pense qu'il y en a quand même dans certains endroits, comme à Roissy. Alors, je voudrais vous proposer notre premier téléspectateur. Il est en Allemagne. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour, madame. Nous vous écoutons. Oui, c'est pour confirmer ce que monsieur disait tout à l'heure par rapport à l'Amérique du Nord. En effet, ici en Allemagne... Allô? Oui, monsieur, nous vous écoutons. Oui. Ici en Allemagne, c'est une loi qui impose dans tous les bâtiments publics qu'il y a un défibrillateur. Oui. C'était pour confirmer les dires les propos de ce monsieur. Savez-vous faire les gestes qui sauvent, monsieur? On a eu des statistiques nous laissant penser, nous laissant comprendre que les hommes sont bien plus nombreux que les femmes à faire des gestes qui sauvent. Alors, à faire des gestes, mais est-ce que ce sont des gestes qui sauvent? Je ne sais pas. Savez-vous le faire, vous, monsieur? Bon, disons qu'avec un peu de manque de professionnalité, n'est-ce pas, on essaye. Dans tous les cas, il y a des cours qui sont... comment dirais-je, mon français n'est pas aussi bon. Il y a des cours qui sont donnés tous les week-ends dans les mairies. Oui. Aux gens intéressés, oui. Voilà. Et vous prenez ces cours, donc? En fait, je peux me débrouiller. En cas d'urgence, on peut toujours se rappeler, n'est-ce pas, de temps en temps, certaines méthodes apprises. Mais sinon, je pense que quand on a fait une fois, c'est comme pour le permis de conduire. Quand on a passé les cours de la Croix-Rouge une fois, ici, dans tous les cas ici en Allemagne, quand on l'a fait une fois, même 20 ans après, on se remémore, n'est-ce pas, les actes, les gestes appris. Merci, merci, monsieur. Alors, il nous dit, quand on passe son permis de conduire, pensez-vous que ça devrait être un passage obligé, en même temps qu'on fait le code, la conduite, apprendre les gestes de secourisme? Ok, pas seulement le permis de conduire, en fait. Monsieur, merci beaucoup d'avoir confirmé mes dires. En fait, je ne suis pas venu ici pour raconter les choses. Effectivement, ce qu'il dit, c'est vrai. Et pas seulement le permis de conduire. En Amérique du Nord, en fait, au Canada et aux États-Unis, il y a certains boulots. Avant de vous accepter, vous devez avoir le permis de secourisme.
Quel métier, par exemple? Même les métiers, en fait, prenons que vous voulez superviser une chaîne de production. Oui. Donc, vous travaillez en chaîne, vous êtes superviseur. Vous devez surveiller les gens qui travaillent en chaîne, ceux qui mettent des lacets, d'autres mettent des étiquettes. Les superviseurs et son adjoint, ils doivent être aptes à connaître comment faire les premiers secours. Et d'ailleurs, dans la plupart des... En fait, là, on appelle communément des manufactures, donc des boulots publics comme ça, on apprend, on passe... Moi, j'ai passé souvent pour former des gens. Et puis, à la poste, c'est presque systématique. Et tous les gardiens de sécurité, oui, les vigiles, oui. Chaque vigile doit être certifié premier secours. Et le personnel de la petite enfance, par exemple, dans les établissements certifié scolaires. premier secours. Et puis en plus, là, on les équipe. Hein. Vous voyez un vigile ou bien un gardien de sécurité avec son masque. Au lieu de faire des bouche à bouche, il a son masque. Et c'est public, il a son masque, il a sa paire de ciseaux, il a ses gants. Toute la police, j'ai donné des cours aux policiers dans l'armée. Dans l'armée, c'est tout le monde. Hein. L'armée des terres. Bien sûr, les pompiers, n'en parlons pas. Ah bah, les pompiers, ça, c'est déjà médical. Non, en fait, on parlait pour le grand public. Donc, pour dire que le permis de conduire, c'est tellement une superbe chose, c'est très bien. Et déjà, c'est mieux, parce que c'est lui qui a le permis de conduire. S'il sait faire les premiers secours, il peut amener rapidement la personne en attendant l'ambulance. Bien sûr, en sachant ce qu'il faut faire. Oui. 01 45 55 76 87. Où êtes-vous passés, mesdames et messieurs? Le guichet reste ouvert. Le docteur Malika est là pour répondre à vos questions. Encore un peu moins d'une demi-heure avant le terme de cette édition. Vous avez des questions sur les premiers secours, les gestes qui sauvent. Appelez-nous. Nous allons prendre madame dans les Ulysses. Bonjour, madame. Homme, monsieur, bonjour. Allô, allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Allô, bonjour, madame. Oui, je suis monsieur Noti Jonas. Est-ce que vous pouvez arrêter votre téléviseur si on ne vous l'avait pas demandé déjà? Oui. Oui, voilà, les soins d'essai. Nous vous écoutons. Voilà, j'interviens pour confirmer. Je suis en train de suivre bel et bien l'émission. Le docteur Ambroise a dit que je connais bien. Il a dit que il ne connaît pas en France où on peut trouver les défibrillateurs. Mais madame, mon épouse, c'est Aimée Noti, travaille, elle est AMP, aide médico-psychologique. Elle travaille dans une maison de personnes handicapées vieillissantes. Il y a 2 défibrillateurs. Bon. Que je confirme qu'il y en a dans les zones, dans la ville de Bourré. D'accord, merci. Merci, monsieur. Savez-vous les gestes qui sauvent, monsieur? Vous savez-vous les faire, d'ailleurs? Oui, les gestes qui sauvent, oui. J'ai un certificat APS. Merci. De Croix-Rouge, oui. C'est ainsi que je suis très intéressé à suivre l'émission. D'accord. Alors, en fait, merci, monsieur Noki, comme vous me connaissez, monsieur Noki Jonas. Peut-être, vous ne m'avez pas bien compris. Je n'ai pas dit qu'en France, il n'y a pas de défibrillateurs. J'ai bien dit que déjà, il y a 3000 communes en France qui sont équipées de défibrillateurs. Et je sais que dans des centres médicaux, dans des maisons de retraite, des choses comme ça, il y en a. Je parlais des endroits publics où je me promène. Et j'ai donné l'exemple de la gare du Nord. Donc, dans certains pays ou dans certaines villes de l'Amérique du Nord, les défibrillateurs sont complètement visibles. Vous sortez du métro, vous les voyez là-bas. Donc, j'ai parlé un peu, ça a été confirmé par Mme Lady et Mme Lucie, qu'au niveau de la gare du Nord, où on a une population énorme, je n'ai pas encore vu les défibrillateurs. Peut-être il y en a, probablement la réponse est oui, mais visible, que tout le monde puisse voir, je n'en ai pas encore vu. Si vous l'avez, vous le connaissez, tant mieux. Alors, dans certains espaces, je disais tout à l'heure que j'en ai vu, moi, dans les réceptions des hôtels, il y a effectivement des défibrillateurs. Mais peu importe, retournons à l'échelle domestique, parce que c'est quand même là aussi le terrain d'application, en tout cas, de ces questions-là, puisque si à l'extérieur, c'est le grand public, c'est le service public, il y a les pompiers, il y a le SAMU, il y a tout ce qu'il faut, tant mieux. Mais dans un contexte restreint à l'échelle domestique, ou dans les endroits où on ne peut pas faire appel à tous ces services-là, il vaut mieux savoir comment procéder. Rassurez-nous, avons-nous terminé avec la simulation de l'arrêt cardiaque? Effectivement, en fait, non, on n'a pas terminé parce que je vous ai parlé de la position. Oui. Donc, si Madame peut encore s'allonger... D'accord, pour pouvoir savoir comment déplacer... Non, pas déplacer, pour faciliter la respiration de la personne. Oui. Donc, généralement, les gens qui sont... Est-ce que je peux Oui, vous pouvez, allez-y, je vous prie. Donc, généralement, les gens qui sont
comment dirais-je, en arrêt cardiaque ou ceux qui tombent, les gens ont la mauvaise habitude de les allonger sur les décubitus dorsales, qu'on appelle. Oh là là. Alors, en fait, sur le dos. Sur le dos. Oui. C'est bien pour masser. Mais je parle ici pour vous rassurer. Je vous ai parlé d'une position. Si on est dans les A et les B, on arrive au B pour se rassurer, les briefings, si la personne respire ou pas. Alors, pour faciliter sa respiration, je vous ai demandé de les tourner du côté latéral gauche. Pour faciliter la respiration. Donc, vous les prenez, vous les tournez. Je pense que tout le monde me voit. Oui, on vous voit, allez-y. Okay. Vous pliez sa main, puis comme si elle couchait à la maison. D'accord. Alors, c'est important, hyper important, d'allonger la jambe gauche. La jambe gauche en extension. Par contre, la jambe droite en flexion. D'accord. Ça, c'est pour faciliter la respiration. Pourquoi? Parce que ça distend un muscle qu'on appelle ici le muscle de respiration, le diaphragme, pour qu'il facilite. Et puis également, la jambe gauche qui est allongée va tirer les viscères, en fait, l'estomac, les intestins, et surtout les gens qui sont un peu bien fournis. Si tout reste fléchi, ça va pousser les intestins vers les hauts, donc ça va comprimer les poumons et ça ne va pas faciliter la respiration. Donc, vous allongez la jambe gauche dans cette position et la jambe droite fléchie. Voilà, c'est la position qu'il faut garder. Toujours la tête en flexion, en hyperextension, pardon. Voilà. Alors, ça, c'est la position. Je voudrais juste signaler en régie, je reçois un mail de madame qui nous dit « Bonjour docteur, bonjour Lady, le docteur pourrait-il nous dire comment on fait le massage pour les enfants et les bébés? Merci, que les techniciens fassent quelque chose pour le son, on n'entend rien. » Message lancé. Alors, Lucie n'est pas un bébé, mais on va faire comme si... D'accord. Oui. J'avais prévu cela. Ça dépend de l'âge. Alors, madame, merci pour la question, en fait, pour les enfants et pour les bébés, parce qu'on n'a pas assez du temps, peut-être on viendra plus tard. Si l'enfant est âgé de moins de... Je donne les statistiques des États-Unis, hein, parce que là, il y a quand même des enfants là-dedans. Allons-y. Donc, vous prenez juste une main pour un enfant qui est âgé de 6 ans à 10 ans, 6 à 12. Vous prenez une main déjà, pardon, de 3 à 12 ans, une main. Vous massez juste avec une seule main. Aussi fort que vous l'avez dit tout à l'heure? Aussi fort. On n'a pas peur de lui casser les côtes, ni rien du tout? Je suis très clair. Masser, masser, masser. Bon, je n'ai rien dit. Si vous devez casser les côtes... Il vaut mieux avoir une côte cassée et rester en vie que l'inverse. Voilà. Donc, parce qu'il ne faut pas, et ça, personne ne peut me le contredire. Oui. Mais et de toutes les façons, si vous massez quelqu'un et que la personne, vous lui cassez les côtes, elle survit, elle vous porte plainte, vous êtes protégé. En plus. Donc, de toutes les façons, les côtes... Pour le moment, les côtes, vous avez des côtes cassées, ben, on vous donne du topalgique, en fait, pour ne pas faire la pitié. C'est des anti-antalgiques, quoi. Non, mais comme c'est des bébés, les bébés, on a déjà peur de les porter sur tous les hommes. Mais les bébés, c'est encore mieux. Les côtes vont toujours s'essouder. D'accord. Il a encore 25 ans pour survivre. Alors, on répond à madame. Donc pour un bébé... En fait, pour les enfants, c'est une seule main. Oui. Pour les bébés, c'est les doigts. 3 doigts. Oui. Pour les bébés, les tout bébés, là, les bébés qu'on appelle nouveau-nés, là, en fait, un mois. Alors, jusqu'à quel âge à peu près 3 doigts et au-delà, une seule main? Alors que là, je ne veux pas me tromper pour que les médicalais qui sont en train de me suivre puissent me contredire. Mais je pense entre du jour J1 à... du premier jour à 28 jours ou 2 mois. 1 à 2 mois. Entre 1 et 2 mois, il faut y aller, il faut faire ce massage avec les 3 doigts. Avec les doigts. D'accord. Poser les doigts. Donc, les enfants, la main. Au-delà, avec la main. Et les bébés, avec les doigts. De toutes les façons, si vous partez sur Internet, vous mettez là-bas massage... Mais on nous dit que sur Internet, les médecins nous disent souvent il y a à boire et à manger, il ne faut pas forcément tout prendre. Bien sûr, il y a à boire et à manger. Si vous trouvez l'information, vous appelez votre médecin. C'est vrai, parce que les vendredis santé, merci de le rappeler, ne vous dispensent pas, vous, d'aller vers les médecins. Donc, les enfants, c'est une seule main. Merci beaucoup, madame. Voilà. Alors, on a fini avec cette simulation cardiaque, d'arrêt cardiaque. Ah oui, on a fini. La position, c'est important, c'est hyper important. La position, vous la mettez uniquement si la personne respire. Je ne dis pas, si la personne est en arrêt cardiaque, vous ne les mettez pas dans cette position-là. Si vous passez à votre étape B,
vous voyez qu'il respire, mais il ne parle pas, vous les mettez dans cette position et vous attendez les secours. Vous appelez les 15, vous attendez les secours. Alors, mais si la personne ne respire pas, est en arrêt cardiaque, massez, massez et massez. Je ressortirai d'ici en le sachant. Je voudrais quand même... alors, j'ai présupposé, profane de mon état, que l'arrêt cardiaque, c'était ce qui était le plus grave à l'échelle domestique, donc c'est par cela qu'on a commencé. Mais je vous disais tout à l'heure, et je voulais vous proposer que l'on passe à ce point-là, les petits bobos, les incidents, les accidents, où il faut quand même faire quelque chose et faire ce qu'il faut, un peu moins de 15 minutes avant la fin de cette émission. La question que je vous posais, c'est est-ce qu'il est vrai que c'est dans la cuisine ou ailleurs dans la maison que les enfants, notamment, vont être victimes d'accidents domestiques? Que doivent faire les adultes? Ben, ça dépend. Il y a plusieurs choses quand vous parlez d'accidents domestiques. Est-ce qu'il y a des plaies ou des brûlures? Alors, commençons par les brûlures, parce que la plaie n'apparaît pas tout d'un coup, alors que la brûlure, des fois, c'est tout d'un coup. Alors, la brûlure, c'est très simple. Je vais vous donner, en fait, des informations très, très brèves. Oui. La brûlure, il y a trois étapes de brûlure. Type 1, type 2, type 3. Type 1, c'est tout simplement que la personne est brûlée, et puis vous voyez juste, c'est un peu rouge. Oui. Et les type 2, si vous voyez un peu des bulles, qu'on appelle les fictènes. Et les type 3, les bulles ne sont pas là, donc c'est brûlé. Vous voyez vraiment, il y a un peu de... Il y a des sangs qui sortent. On voit la chair. Oui, il y a la chair. Oui. Il y a aussi le type 4 où c'est complètement carbonisé et noir, là. C'est complètement carbonisé. Par contre, les brûlures, c'est hyper important que je dise aux gens. Les brûlures, ce n'est pas la profondeur de la brûlure qui est important, c'est l'étendue de la brûlure qui est important et dangereux, plus les sites de la brûlure. Ça veut dire quoi? L'endroit où vous avez la brûlure. D'accord. Donc, une petite brûlure au niveau de la face, c'est beaucoup plus dangereux qu'une grande blessure, qu'une grosse brûlure au niveau du thorax. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que, et ça c'est des endroits, parce que souvent les personnes qui sont brûlées au niveau de la face, les brûlures sont aussi internes. Oui. Ça brûle également les voies aériennes inférieures et parfois même supérieures. D'accord. Donc, ce qui fait que la personne est susceptible de faire un arrêt cardiaque plus rapidement. D'accord. Donc, être brûlé d'une main à une large étendue, c'est moins grave qu'être brûlé une petite, une petite surface juste au niveau de la bouche ou du nez. Donc, et quand quelqu'un est brûlé, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, évitez les pommades. Vous n'êtes pas habilité à mettre des pommades. L'automédication est très dangereuse. Il y a des gens qui mettent n'importe quelle crème mélangée. De l'huile de palme, puisqu'on est dans la cuisine, ou de l'huile alimentaire. Ben, de l'huile de palme, c'est un peu ce qu'on dit en langue, qu'en fait, on n'éteint pas le feu avec du pétrole. Donc, déjà, la personne est brûlée peut-être avec de l'huile, et puis vous lui mettez encore de l'huile de palme, mais si c'est chaud, ben, ça aggrave encore la brûlure. Alors, par quoi faut-il commencer? On est dans la cuisine, on a ce qu'il y a dans la cuisine. On est brûlé, l'eau froide. Passez la main à l'eau froide, tout simplement. Coulez de l'eau froide. Petit geste. Oui. L'eau froide, appelez les 15, allez aux urgences. L'eau froide, si c'est trop étendu ou si c'est sur la main, après avoir passé la main, mouillez un tissu très, très, très froid, au besoin même quelques glaçons, posez les linges. Ne jamais, et alors au grand jamais, trouer les bulles qu'on appelle les fictènes. Il ne faut pas les trouver, vous n'êtes pas habilité à les faire. Pourquoi? Parfois, on reçoit des patients aux urgences qui ont été brûlés il y a 3-4 jours. Ben, docteur, j'ai eu des brûlures, des petites boules, et puis je les ai perforées moi-même. Eh bien non, voilà, il vient avec du pus, tout est infecté, puis il fait une septicémie ou une infection. Ça ne sert à rien. Oui. C'est au médecin de pouvoir faire des pustules, de pouvoir perforer les bulles, s'il faut les appeler comme ça, et de mettre la pommade appropriée. Alors, ça, c'est pour les brûlures, les coupures. Ah, alors, les coupures. En fait, la question est que si je vous pose une question, si vous êtes blessé, qu'est-ce que vous faites? La première réponse que vous allez me répondre, c'est, vous mettez quoi? De l'alcool, bien sûr. De l'alcool. Et quand je n'en ai pas, du parfum. Et quand je n'en ai pas, du whisky. Et quand je n'en ai pas... Mais je pense que c'est ce que les gens font. Oui. Ça, c'est la pire des choses. En fait, l'alcool favorise les saignements. Donc, le point qui est là, c'est que si vous êtes blessé, ce qui soigne, c'est les caillots. Il faut comprimer l'endroit pour que votre sang puisse coaguler et boucher la sortie de votre sang, s'il faut l'appeler comme ça en langage populaire vulgaire. Arrêter l'hémorragie. En fait, l'hémorragie, c'est encore plus. On va appeler ça caillot. Arrêter l'écoulement de sang. Voilà. Arrêter l'écoulement du sang. Donc, si vous êtes blessé, première chose, nettoyez la plaie. Avec quoi? De l'eau du robinet. N'ayez pas peur, nettoyez la plaie.
Et souvent, chez les dames, comme on est en fait santé des femmes, Oui. souvent on est blessé par des boîtes qu'on ouvre, par Les couteaux de cuisine. les couteaux de cuisine. Nettoyez la plaie. Ouvrez les robinets, passez la main au niveau de nettoyer la plaie et après comprimer. Ne jamais, et alors au grand jamais frotter. Jamais. En fait, je reçois souvent des patients qui sont blessés par les vers. Oui. En fait, plus ils nettoient, plus les morceaux de verre, ils l'enfoncent dans la peau. Bon. Donc, nettoyez la plaie, prenez une compresse et comprimez. Si vous n'avez pas de bandes à la maison ou quoi, prenez le papier de toilette. Oui. Ou soit pas de papier de toilette, vous prenez les essuie-tout. En fait, je ne sais pas c'est quoi les noms. Papier ménager. Oui. Papier ménager, vous les pliez et vous comprimez. Comprimez, comprimez, comprimez. Bon. Donc, pour arrêter l'hémorragie. Pour que ça fonctionne, il faut le faire 3 fois. Jamais l'alcool. À quoi ça sert l'alcool alors? L'alcool sort à désinfecter une surface infectée. Et la blessure n'en est pas une? Non, il n'y a pas encore d'infection. Ah oui, bah, c'est pas instantané. Et donc, l'infection. par définition, l'alcool, c'est un désinfectant. Donc, il faut qu'il y ait une infection d'abord pour désinfecter. Bien sûr. Si je suis blessé tout de suite... Je ne suis pas encore infecté. Mais ça prend à peu près 6 à 8 heures, 10 heures du temps. Donc, vous pouvez quitter avec votre blessure dans un train de Paris jusqu'à Lyon ou à Monaco que vous ne serez pas infecté. Alors, nous allons partir à Londres où nous attend monsieur au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour Lady. Bonjour monsieur. Oui, c'est Kounabout, j'appelle de Londres, effectivement. Oui. L'émission est tellement intéressante, malheureusement, le temps passe tellement vite. Et je l'ai pris en cours, donc le docteur, effectivement, a soulevé des problèmes très intéressants. Bon, l'exemple qu'il a pris, c'est quelqu'un, si je crois bien entendre, c'est quelqu'un qui c'est un accident qui se passe à la maison. Oui. Donc, pour moi, pour ce que je sais, parce que moi, je suis un first aider, comme on le dit, emergency first aider. Donc, pour ce que je sais, il y a d'abord une vérification de l'environnement qu'il faut faire avant d'approcher le patient. Et je ne sais pas si le médecin l'a souligné, parce qu'on ne sait pas ce qui a causé le malaise. Il faut d'abord vérifier les environnements, parce que si quelqu'un était électrocuté, par exemple, vous n'allez pas venir vous approcher comme ça, le toucher, et puis ne pas savoir s'il y a un danger à côté. Bon, donc il y a ce problème-là. Et puis, le docteur a dit qu'il fallait toucher les patients et puis vérifier. Je crois que en vérifiant, il faut faire très attention, parce que quand la personne tombe, elle peut avoir des cassures un peu partout. Donc, moi, ce qu'on m'a appris, c'est de vérifier, faire en sorte que qu'on vérifie s'il n'y a pas de brisure. Maintenant, faisant les pompes aussi, le docteur, j'aimerais qu'il précise aussi que il faut faire très attention, parce qu'on ne pompe pas véritablement avec la force, parce que si la personne a eu des côtes cassées et autres, c'est que c'est le résultat de cela qu'il est inconscient. Il faut vérifier à ce niveau. Et aussi, quand on appelle le secours, c'est vrai qu'on appelle le secours, bon, ici en Europe, les secours viennent à temps, mais chez nous, en Afrique et ailleurs, il y a un problème de témoignage. Parce que, comme le docteur le dit, après, il peut y avoir des poursuites et autres. Les pompes au niveau des hommes, c'est différent qu'au niveau des femmes. Voilà, bon, les femmes, il faut faire attention aux seins et autres, tout ça, moi, c'est ce qu'on m'a appris. Alors, donc, il faut que, si les pompiers ne viennent pas, il faut avoir des témoins, et c'est pourquoi on fait les pompes. Donc, il faut faire très attention à ce niveau. Voilà, et je suis entièrement d'accord avec lui quand il dit qu'il faut faire les 30 insulations, c'est ça? Oui. Compression, comme on le dit, et puis les 2 choses, jusqu'à ce que quelqu'un arrive. Voilà, s'il n'y a personne, bon, on continue jusqu'à ce que, bon, avec des témoignages. Merci, merci monsieur. Alors, vous, effectivement, vous l'avez dit, vous avez pris l'émission en cours. Nous étions là dans un cas particulier qui était celui supposé de l'arrêt cardiaque. Donc, pour en revenir aux précautions justifiées auxquelles vous faites allusion, à savoir si jamais il y a eu l'électrocution, vérifier l'environnement, si c'était le gaz, une tentative de suicide, s'assurer que le gaz est fermé, parce que sinon, on va soi-même inhaler ce gaz-là et on ne servira à rien. Donc, oui, nous étions dans un contexte précis, mais effectivement, il y a les contours. Je voudrais donc, pour que nous puissions finir, on a parlé des petits bobos qui peuvent devenir de grands drames, des coupures, des brûlures. Y a-t-il autre chose, un peu moins que 5 minutes avant la fin,
Y a-t-il d'autres aspects que vous auriez souhaité aborder sur les gestes qui sauvent, à l'échelle domestique notamment? En fait, effectivement, le monsieur, si j'ai bien compris, c'est quelqu'un qui a déjà suivi les cours, mais là, on parlait uniquement Il l'a dit. C'est quelqu'un qui est bien informé. C'est son métier surtout. Oui. Mais pour les causes cassées, messieurs, je vous assure et je peux vous garantir que la plupart des pays développés, ce n'est plus du tout... il parlait de l'Afrique. Il disait en Afrique, il faut aussi... Mais n'épilons pas de... Alors maintenant, on va passer en fait, la plupart, en fait, on parle un peu des gestes à domicile à faire, c'est surtout les corps étrangers. Donc, je voulais parler également, finalement, on n'a pas du temps, si vous m'avez posé une question sur les corps étrangers, et surtout peut-être quand quelqu'un avale de travers, et les cacahuètes qui se passent dans le nez, se trompe de chemin. Qui se trompe de chemin, comment faire, en fait. Donc, vous allez derrière, vous demandez à la personne, il faut d'abord la rassurer, vous lui demandez de tousser, et puis surtout les arêtes de poisson, vous lui demandez de tousser, vous regardez dans sa bouche, vous vous rassurez que vous voyez si c'est visible ou pas. Si c'est visible, vous passez seulement le deuxième doigt, vous les passez comme ça, vous balayez, qu'on appelle. Oui. Si vous ne les trouvez pas, que vous n'êtes pas en mesure de les faire, vous allez derrière lui, vous faites le manœuvre, vous mettez la main sur... vous êtes derrière lui. Oui. Vous posez la main sur son abdomen et vous poussez avec les deux mains comme ça. Vous les poussez comme ça, vous basculez. D'accord. Je ne sais pas si la caméra va. Oui, tout à fait. Vous faites les mouvements 3 fois. Oui. Vous lui demandez de cracher. Puis vous faites les mouvements. Puis souvent, généralement, ça refoule les corps étrangers. Mais alors, comme j'ai dit, si jamais vous êtes à la maison et que quelqu'un vous perfore un couteau ou vous avez un couteau dans le ventre, c'est dangereux ce que je vais dire. Ne jamais enlever le couteau. Parce que le couteau... Ni le tourner dans la plaie. Non. Il vous perfore un couteau, vous venez avec le couteau à l'hôpital. Ne jamais l'enlever, parce que le couteau, ça fait office de compression. Pire encore, je vois un arbre ici. Vous allez en Afrique ou ici, peut-être vous êtes en train de faire un peu de... Vous faites un peu de... C'est quoi les pédestrians? De promenade. Promenade. Et qu'il y a un bâton qui vous rentre dans au niveau... la main, généralement, comme on est dans des shorts, dans des culottes. Dans la jambe. Dans la jambe. Il ne faut pas le retirer, en fait. Il ne faut pas le retirer. Coupez la racine. Et ne partez pas avec l'arbre à l'hôpital. Et vous partez avec l'arbre. Non, enfin sur le morceau, mais pas l'arbre. Oui. Alors, donc, en clair, tout corps étranger qu'il y a dans le corps, il vaut mieux se rendre à l'hôpital avec et laisser le soin au personnel médical de faire ce qu'il faut parce que sinon, on aggrave la situation. Sinon, quand vous enlevez, c'est l'hémorragie. Nous allons prendre monsieur en Allemagne. Monsieur, bonjour. Les Allemands vous suivent beaucoup. Oui, hein. Bonjour, je suis Boris. J'appelle depuis Leipzig en Allemagne. Oui. Et j'ai une question parce que en Afrique, j'avais un enfant une fois et l'enfant a eu des problèmes. Il a serré les dents. Et généralement, on ne sait pas, on met souvent la cuillère ou bien on amène l'enfant, on pousse la tête sur les toilettes en Afrique, là. Sur les toilettes traditionnelles. En Afrique, on met le nez de l'enfant là-bas et puis l'enfant se réveille. Je ne sais pas comment on appelle cette maladie. C'est-à-dire dont l'enfant serre les dents et puis c'est un genre d'épilepsie ou bien je ne sais quoi. Donc j'aimerais savoir par le docteur comment, si cette situation arrive, comment est-ce qu'on va le faire. Parce qu'ici, il n'y a pas les toilettes traditionnelles ici. Et ça se passe par exemple ici. Donc l'enfant serre les dents et il n'ouvre plus les dents. Des fois, on met la cuillère entre les dents. Je ne sais pas comment on appelle cette maladie. Alors, c'est ma question. Merci, monsieur, pour votre appel. Nous allons donc finir sur ce point. Le temps court, malheureusement. Si, alors, nous avons cru comprendre que c'était un cas d'épilepsie. Si il y a cette contraction musculaire ou de la mâchoire qui fait qu'on ne peut pas lui ouvrir la bouche, on entend dire des fois il risque d'avaler sa langue. Que faut-il faire, en tout cas? Alors, en fait, quand l'enfant serre les dents, n'importe quelle personne qui fait l'épilepsie, peut-être un sujet qu'on verra plus tard, et que vous voyez que les dents sont serrées, le risque, c'est qu'il y ait ce qu'on appelle une morsure de la langue, que la personne, moi je ne parle pas de l'enfant, que la personne se blesse de sa langue. Alors, il faut faire au maximum pour ouvrir sa bouche. Au besoin, si vous ne parvenez pas à ouvrir sa bouche, vous prenez un stylo, vous les mettez, vous tirez la mâchoire. La peau, et puis vous mettez un stylo, et puis vous passez le stylo dans la bouche, comme ça. Les stylos va servir ou un morceau, hein, vous n'avez pas de stylo, là, vous mettez un morceau. Sinon, au mieux, dès que vous arrivez, vous êtes à mesure d'ouvrir sa bouche,
il faut mettre une protection entre sa langue et sa bouche, entre les deux dents. C'est entre les deux mâchoires, inférieures et supérieures, ou est-ce que c'est au-dessus de la langue? C'est au-dessus de la langue. D'accord. Pas en dessous de la langue. Au-dessus de la langue, effectivement, c'est pour faciliter la respiration. Parce que c'est au-dessus de la langue, c'est entre la mâchoire en haut, qu'on appelle la mâchoire supérieure, et la mâchoire en bas, qu'on appelle la mâchoire inférieure. Pour mettre là-bas, parce que la trachée, il passe au-dessus de la langue, pour faciliter la respiration. Alors, nous allons prendre la question de madame sur Internet. Bonjour madame, j'ai essayé de vous joindre pendant votre émission, c'est décidément très difficile. En fait, je voulais juste souligner le fait que plusieurs défibrillateurs sont désormais installés dans beaucoup de lieux publics en France, notamment aux abords des piscines publiques, des salles d'attente de plusieurs administrations, contrairement à ce qui est dit sur le plateau. C'est vrai que les gens n'y font pas très attention parce qu'ils ne les connaissent pas. C'est bien d'informer la population. Les défibrillateurs existent maintenant un peu partout. Faites tout simplement attention. Bien à vous, madame. Merci pour cela. Alors, j'insiste que je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de défibrillateurs. Je confirme que vous ne l'avez pas dit, mais il y en a. Il y a 3000 communes en France qui ont des défibrillateurs que je ne connais pas. Alors, et en fait, ce que l'on déplore dans ces cas-là, c'est au-delà de la polémique. Hein, ce que l'on déplore dans ces cas-là, parce que quand on en a besoin, on est bien content d'en avoir un sous la main. On ne va pas courir à la piscine municipale, il y en a un, ou je ne sais où. Finalement, vaut mieux peut-être en faire acquisition chez soi pour finir sur ce point-là. Si tout le monde a à sa portée, c'est comme les extincteurs, peut-être à l'échelle domestique, on n'en a pas toujours. Peut-être que si on en avait un à la maison, quand il y a le feu, on pourrait s'en servir. C'est pas tellement indiqué. Le problème, c'est qu'en fait, c'est pas un téléphone portable, en fait. C'est un appareil médical qu'il faut utiliser. Moi, j'en ai pas un chez moi. Mais vous avez tellement de gestes qui sauf que vous savez comment c'est thérapeutique. Non, mais est-ce que, par exemple, quand on a une personne dans la famille qui a des, comment dit-on, des détresses cardiaques ou je ne sais pas quoi, qui est susceptible de faire un arrêt cardiaque, est-il indiqué à domicile d'avoir quand même un défibrillateur au cas où? Ce n'est pas la recommandation médicale. Ça n'est pas la recommandation médicale? Non. Est-ce que ça n'est pas paradoxal? Parce que là, on regarde ce que vous avez expliqué. Si moi, j'ai un parent qui risque de faire un arrêt cardiaque pour des raisons diverses, je me dis, il faut que j'en achète un, vaut mieux l'avoir sous la main que pas. Mais c'est facile. Parce qu'en fait, le temps de réponse des ambulances, c'est quoi, 3 à 5 minutes ou 6 à 10 minutes. Donc, ce n'est pas vraiment nécessaire. Parce que quand si vous massez, que vous faites appel, les 15, donc, les ambulanciers seront là. Donc, il vaut mieux prendre... Et puis, en plus, j'ai bien dit, les défibrillateurs, il faut vous assurer que la personne vraiment ne respire pas, qu'il y a un arrêt cardiaque complet. C'est l'une des dernières étapes pour passer à ce qu'on appelle la réanimation secondaire. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir un défibrillateur à la maison. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je disais les différents moyens qu'il faut utiliser. Donc, à Paris ou en France, dans les pays développés, vous appelez l'ambulance. Dans 5-10 minutes, ils seront là. Mais nous sommes vus partout, jusqu'en Afrique. Mais l'Afrique, vous avez un défibrillateur, vous allez l'utiliser comment? Il faut commencer à informer les gens. Est-ce que c'est électrique d'ailleurs? Ça marche avec le courant si, il faut les charger. Il y a des batteries, il faut le charger. C'est autonome ou est-ce qu'il faut le brancher dans le mur Non, vous chargez la batterie et après c'est autonome. Et pour la charger, il faut passer par l'électricité dans la Bien maison. Sûr. Bon, alors, vu les délestages... Mais ce n'est pas un appareil. Je n'ai pas parlé de défibrillateur pour que les gens sortent. Non, mais c'était ma question. Je suis très clair qu'ici, dans des pays développés, le temps de réponse est de 3 à 5 minutes. Docteur Manika, oui. Donc, les gens viendront masser et on viendra. Certes, mais les pays développés ne sont pas le centre de la Terre. Nous avons beaucoup de téléspectateurs partout ailleurs, à des endroits où il n'y a pas toutes ces choses-là, toutes ces infrastructures, ou tout au moins cette célérité. Et comme on dit, prévenir vaut mieux que guérir. Bien sûr, déjà que sur les autres pays, je ne vous contredis pas, si on n'est pas à mesure de s'acheter une seringue à usage unique, comment voulez-vous qu'on achète un défibrillateur? Très bonne question. Nous terminerons là-dessus. Vous l'avez constaté au regard des questions qui nous ont été posées, que vous avez beaucoup de choses encore à nous apporter. N'hésitez pas, donc, au gré de votre disponibilité, de nous accorder encore un peu de temps pour un autre plateau une autre fois. Merci à vous qui avez suivi religieusement et j'espère que vous avez retenu masser, nous a dit le docteur, 3 fois au moins, sinon plus, jusqu'à ce que les secours arrivent. Merci beaucoup, docteur Ambroise Manika. Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste au CHU Henri Mondor. Merci à vous qui êtes avec nous et d'ici là, après l'émission Santé, qu'est-ce qu'on vous souhaite? Portez-vous bien. Au revoir. Merci beaucoup, madame.